Nous allons aller, toujours en 2023, du côté d'un certain Bouilly. Hein, c'est de la bouillie presque. Mais là, ça s'écrit avec un Y. B-O-U-I-2-L-Y. Dans mes récapitulations, parues en 1800 et quelques, hein, c'est 19e siècle, je ne sais pas exactement quelle date. En tout cas, page 353, un article, hein, je ne sais pas si on peut, en tout cas une récapitulation, entre autres, consacrée, qui s'intitule Les francs-maçons. Avant de décrire la scène étrange que j'annonce, il est indispensable que je donne une juste idée de cette antique association sur laquelle on a tant écrit, contre laquelle on a répandu tant de mensonges, inventé tant d'absurdités. L'honneur et la reconnaissance m'imposent le devoir de récriminer en page 354 en faveur de la franche maçonnerie, où j'ai trouvé tant de jouissances d'âme, les plus doux, les plus nobles épanchements de l'amitié, des consolations dans les peines, des secours dans les dangers, le plus saint amour de l'humanité, le plus grand respect pour la religion, les mœurs, les lois et le maintien de l'ordre social. J'ai, depuis 70 ans, parcouru tous les rangs, étudié les différentes classes de la population, fréquenté des réunions dans tous les genres. J'ai cherché longtemps l'association la plus sûre pour celui qui sait aimer et sentir. Pour le philanthrope qui exige autant d'égards pour ses opinions que lui-même il respecte celles des autres, où l'immortalité de l'âme ne soit point une chimère, l'hypocrisie un masque séduisant, la bonté une faiblesse de caractère, la bienfaisance une ambition déguisée, le vrai talent un despotisme. Page 355. L'opulence une séduction, la puissance une tyrannie, où tout soit au contraire soumis au même rite, enchaîné par le même serment, courbé, sans humiliation, sous le niveau de l'égalité. Et je n'ai pu trouver tous ces avantages que chez les francs-maçons, bien convaincus de la haute mission qu'ils ont à remplir sur la terre, bien convaincus qu'ils ont, pardon, j'ai loupé ma ligne, bien convaincus de la haute mission qu'ils ont à remplir sur la terre. Je l'avouerai franchement, les discordes civiles ont fait filtrer chez eux des esprits turbulents, des médiocrités présomptueuses qui osent prétendre à la célébrité, des agents secrets de cette caste usurpatrice, ennemis irréconciliables de l'égalité des droits sociaux, des émissaires, de l'intolérantisme qui veut tout asservir à son pouvoir. J'avouerai encore que, malgré les loges trop nombreuses qu'on a laissé s'établir en France, il en est de véritablement indignes de l'initiation, qui ne font de la franche maçonnerie qu'un trafic de leur mystère, qu'une épreuve effrayante, et de leur banquet qu'une orgie. Page 356. Mais ce sont là que de ces abus inévitables que produisent les temps et les circonstances. L'observateur impartial ne doit porter ses regards que sur cette masse d'hommes de bien qui sont parvenus au plus haut degré, qui sont... je sais pas ce que j'ai. Je reprends, on est entre nous, hein, c'est un brouillon. L'observateur impartial ne doit porter ses regards que sur cette masse d'hommes de bien qui sont parvenus au plus haut degré de l'ordre maçonnique et dont la majeure partie compose le Sénat ou le Grand Orient, où l'on compte des officiers de la couronne, des pairs et des maréchaux de France, des généraux de tout grade, d'anciens magistrats, je perds ma ligne évidemment, ce que le barreau français a de plus éloquent, on pense au barreau en 2023, Emmanuel Pierrat, pour ne pas le citer. Coucou, un petit coucou.
ce que le barreau français a de plus éloquent, la littérature de plus distinguée, le commerce de plus honorable, et surtout ce que la classe moyenne a de plus probe et de plus agissant. Je veux dire ces industriels, ces artisans infatigables, ces modestes marchands en tout genre, composant tout à la fois la force, la richesse de l'État, et qui, page 357, dans les loges maçonniques, mêlées et confondues avec les grands du jour et les plus hautes célébrités, forment ce faisceau précieux, impérissable, où chacun est compté pour ce qu'il vaut, où chacun jouit du titre d'homme qu'il a reçu du Créateur. C'est en effet en lui rendant grâce, la main sur le cœur et les yeux levés vers lui, c'est en suivant ces préceptes admirables qu'environ 35 000 Français, réunis sous la même bannière et soumis au même signe, à la même parole, font entre eux un cours de morale primitive, de devoir civique, d'amour de ses semblables, de dévouement au monarque, de concorde et de paix. Je rappelle, en 2023, monarque, la Macronie, hein, évidemment. Bon, je ferme ma parenthèse. non, en 1800 et quelques, hein, donc le roi était encore... enfin bref, voilà, on parlait encore des monarques en ce temps-là, de concorde et de paix, en prenant pour devise et pour règle ces belles paroles de Salluste, consolidons tous les moyens d'union. Hein, alors on cite, on pourrait le dire en latin, firmanda sunt concordiae bona et discordiae mala expellenda, et donc en français ça donne consolidons tous les moyens d'union, extirpons tous les genres de discorde. Page 358. On ne sera pas étonné, d'après ce tableau fidèle, que l'ordre maçonnique remonte jusqu'aux premiers âges du monde. Il a servi tour à tour la religion, les peuples, les rois, les sciences, les arts et surtout l'humanité. Les Égyptiens en transmirent aux Grecs les rites, les mystères. Et cette grande nation, source féconde de tout ce qui donne une idée du génie de l'homme, les a répandus sur la surface du globe. Mais ce fut principalement dans l'antique Albion que les francs-maçons construisirent des temples à l'instar de celui bâti par Salomon. On lit dans les vieilles chroniques de l'Angleterre qu'au Xe siècle, sous le règne d'Adelstan, fut établie une loge régulière de francs-maçons présidée par le prince Edwin, frère du roi. Au XIIe siècle, l'ordre fit construire le temple de Strasbourg, et bientôt ces associations formèrent, dans l'Europe entière, une chaîne immense, indestructible. Page 359. Au XIIIe et XIVe siècle, presque tous les souverains et les héros les plus célèbres furent initiés au mystère de l'ordre. En 1245, on ne pouvait être grand d'Angleterre sans appartenir à l'art royal. Henri VI lui-même voulut en donner l'exemple. En 1500, la maçonnerie fut dirigée par l'ordre de Malte, et l'on sait tout ce qu'elle produisit alors de grands hommes et d'illustres guerriers. Bientôt, Henri VIII s'en déclara le protecteur. Ce fut avec l'équerre et le compas des francs-maçons que ce monarque posa la première pierre de l'abbaye de Westminster. On est entre nous, hein, c'est brouillon. Enfin, au commencement du XVIIe siècle, l'illustre George Payne fut élu grand maître de l'ordre que transporta chez nous Lord Waters, comme Water, mais avec au pluriel Waters, W-A-T-E-R-S. Le duc d'Antin reçut de lui la grande maîtrise. Après ce dernier, elle passa dans les mains du comte de Clermont, page 360. Et depuis cette époque, la maçonnerie française fut dirigée par des princes du sang royal, entourés de tout ce que la nation comptait de plus grand, de plus célèbre, dans les différentes classes de l'ordre social. À ce récit historique et fidèle de l'antique, de la noble origine de la franche maçonnerie, joignons une peinture abrégée des jouissances qu'elle procure, des ressources qu'elle présente. Elles sont incalculables. Un voyageur est dépouillé par des brigands de tout ce qu'il possède,
il gagne la ville prochaine, s'informe quels sont les initiés à l'ordre, et à l'instant même, il retrouve une famille. Un pauvre plaideur arrive de province pour revendiquer un héritage que lui dispute un homme puissant, c'est en vain que celui-ci l'accable de son crédit, l'effraie par ses menaces. L'opprimé ne perd pas courage, il est maçon. Il raconte ses malheurs, page 361, et à l'instant même, un des premiers orateurs du barreau prend sa défense et lui fait restituer tous ses droits. Un vieux militaire se présente dans une loge, moins affaibli par ses longs services que par un chagrin profond. On l'interroge, il n'ose répondre. Pressé de questions, il avoue que la compagne de sa vie est atteinte d'une maladie mortelle, mais que sa modique pension de retraite ne lui permet pas de lui procurer les ressources de l'art. Aussitôt, les plus célèbres médecins appartenant à l'ordre maçonnique s'établissent auprès de la malade, qui retrouve, par leurs soins fraternels, la vie, la force et le bonheur. Enfin, un père de famille, chef de bureau, réformé après 30 ans de service, est au moment de placer ses économies l'unique ressource de sa famille, chez un de ces grands spéculateurs, au dehors imposant. Sa ruine sera complète. Page 362. Mais, averti par un financier franc-maçon, connaissant bien la place de Paris, il découvre que l'intrigant est un joueur de bourse, entaché de 2 ou 3 banqueroutes. En un mot, un de ces jongleurs de probité, dit Juvénal, qui s'imagine que l'honneur est comme les ongles et qu'il repousse. Mais ce n'est pas seulement dans sa patrie que le franc-maçon trouvera des secours, des avis et des consolations. C'est dans le monde, dans tout le monde civilisé, c'est dans les régions les plus lointaines. En Suisse, la Loge nationale de Berne lui offre un asile. À La Haye, le prince d'Orange devient son appui. À Stockholm, il trouve un frère dans Charles Jean. À Berlin, Frédéric Guillaume lui prouvera qu'il est le digne héritier de Frédéric le Grand. Dans les 3 royaumes, il recevra l'accueil le plus flatteur de tout ce qu'il y a d'illustre dans le gouvernement, la marine et le commerce. Page 363. Traverse-t-il l'immensité des mers, il trouve à Saint-Domingue le Grand Orient d'Haïti, à la Havane le Conseil consistorial, à la Caroline, la Grande Loge de Charleston, à la Louisiane, celle de la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, à Rio de Janeiro, à la Martinique, à l'île de Bourbon et jusqu'en Colombie, des frères affiliés au Grand Orient de France, qui tous s'empresseront de lui prouver que, de quelque nation qu'il soit, les francs-maçons n'en forment qu'une. Pénétrons plus avant et prouvons que la puissance de nos liens fraternels est si forte qu'elle s'exerce même entre ceux que les intérêts de la patrie ont armés les uns contre les autres. Comment oublier ce combat sanglant de Trafalgar, où la marine française, obligée de céder à la supériorité des forces, au génie d'un ennemi fameux, résolut de mourir plutôt que de tomber aux mains du vainqueur? Nelson avait donné l'ordre qu'on ne fit point de quartier, page 364, mais également fin de cette citation qui est le début donc de cet article consacré donc aux francs-maçons, et article donc de 1800 et quelques, je ne sais pas dire la date puisque pour la bonne raison que la date n'est point indiquée, tout simplement, donc d'un certain, il s'appelle exactement, est-ce que j'ai son prénom? Non, JN, donc JN Bouilly, B-O-U-I 2-L-Y. Et donc là, il s'agit de la 3e et dernière époque. Et donc, on sait simplement que c'était publié aux éditions Louis Janet, libraire-éditeur, rue Saint-Jacques 59, au fond de la cour. Voilà. Donc, mais on n'a pas de date du tout. Bon, on voit que c'est vieux, on voit que c'est un vieux livre. Bon, à bientôt.